Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 avril 2023. Nouveau lundi, nouvelle semaine, c'est reparti pour un tour. Alors cette semaine, c'est vite vu. On va continuer à digérer notre phase post-inflation, direction, récession, mais entre deux, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bref, en tout cas, le sujet de la semaine, c'est clairement les chiffres du trimestre. Ça commence à fond pour de vrai. On attaque vraiment dans les choses sérieuses maintenant. Alors on a vu vendredi dernier des relativement bons chiffres de la part des grandes banques. C'est marrant parce que tout le monde s'est tiré des banques régionales pour aller planquer son fric dans les grandes banques systémiques, puisqu'on sait maintenant que dorénavant que les banques systémiques c'est des intouchables et qui s'en sortiront toujours grâce à nous, à nos impôts et à nos chers gouvernements qui seront toujours là pour aider les banques indestructibles. Donc tout le monde est venu se planquer dans les grandes banques et on a vu du coup ça a donné des très très bons résultats du côté de ces grosses bancaires, spécialement chez Citigroup où ça a bien fait plaisir au marché. Le reste c'était pas transcendantal. D'ailleurs en toute fin de semaine aux États-Unis, on s'est même demandé si peut-être on n'était peut-être pas en train de commencer à avoir un ralentissement dans l'économie, surtout après les chiffres des ventes de détail vendredi dernier. Donc oui, si on avait un doute encore par rapport au tout dernier chiffre qu'on a vu vendredi dernier, eh bien effectivement, ça commence à ralentir et ça commence à se voir. Surtout l'économie est en train de ralentir gentiment, en tous les cas aux États-Unis. On voit que l'emploi c'est plus comme avant. On voit que les ventes de détail, les gens sont en train de se calmer. On voit que c'est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété. On voit que les loyers commencent à augmenter encore et encore et encore. Donc ça devient aussi un stress. On voit aussi que les niveaux des taux d'intérêt sur les cartes de crédit deviennent invivables et donc ça pourrait aussi commencer à accélérer ce ralentissement. Et puis alors, on a eu Madame Yellen qui a parlé ce week-end pour dire que vu la crise des banques que l'on vient de vivre, il se pourrait, au conditionnel, éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr, que les banques rechignent un petit peu à prêter de l'argent en ce moment, vu la situation. Donc du coup, le fait que les banques ne veulent plus prêter, ça pourrait pousser encore un ralentissement économique. Donc ça pourrait, toujours au conditionnel, toujours éventuellement peut-être, pousser la Fed à ne pas monter les taux lors du prochain meeting de la Fed. Donc c'est encore une bonne nouvelle. L'inflation est en train de se faire défoncer la tête. Tout le monde est super content et tout le monde se dit que ça va se régler gentiment et puis que tout va bien se passer ces prochains temps parce que l'inflation est donc vaincue et la hausse des taux est en train de vivre sa fin de cycle. Alors peut-être, comme je l'ai dit l'autre jour, encore 0,25% de hausse en mai juste pour dire hey, on va pas se laisser faire. Mais globalement, on arrive au bout et ça a même été confirmé par l'ex-patronne de la Fed, donc Madame Yellen. Autrement, pour le reste, effectivement, eh bien, on assiste quand même à des ralentissements économiques. Donc, logiquement, on pourrait craindre quand même une récession. Mais pour l'instant, comme on est un petit peu monoproduit et on se concentre surtout sur notre côté inflation, on va laisser la récession de côté. On va essayer de pas en parler au moins pendant 48 heures pour pas se faire, pas jouer à se faire peur. Par contre, il y a un autre truc qui revient gentiment, mais alors tout gentiment, hein, là aussi, on n'aime pas les trucs qui fâchent, donc on n'en parle pas trop. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui sont en train de sortir sur le plafond de la dette aux États-Unis. Alors souvenez-vous, bah voilà, pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution. Il faudrait rogner dans les budgets, mais on préférerait pas quand même, hein, pas à cause de l'argent, quoi. Ça casse pas, on a compris. Donc du coup, les politiciens veulent pas taper dans leur budget, mais ils aimeraient bien qu'on les laisse quand même continuer à monter, utiliser le plafond de la dette, hein, cette source inépuisable de richesse qu'est le trésor américain. Et donc du coup, eh bien, on se dit que on va jamais trouver de solution, et ça commence un tout petit peu à stresser. Alors on sait aussi que de l'autre côté, le plafond de la dette, on trouve toujours une solution au dernier moment, hein, c'est toujours un suspense insoutenable, comme tous les bons films américains produits par Hollywood, ça se finit toujours bien à la dernière minute, là où tout va se casser la figure, là où la bombe va exploser, ben non, on trouve une solution et on s'en sort, donc c'est un peu ce qui se passe à chaque fois sur le plafond de la dette. Sauf que là, depuis quelques temps, on a quand même l'impression que c'est en train de bugger quelque part, puisqu'on voit quand même que les CDS américains, donc les CDS, les Contracts for Default Swap, donc cette assurance
anti-faillite du gouvernement américain ou anti-faillite du débiteur. On l'a vu comme dans l'histoire du Crédit Suisse récemment, de la Deutsche Bank ou d'autres banques qui sont parties en vrille récemment. Eh bien, les CDS sont en train de prendre l'ascenseur pour ce qui est des bons du trésor américains. Ce qui veut dire que les créanciers obligataires sont en train de se protéger contre un éventuel défaut, même si on sait que ça ne devrait pas se produire. Eh bien, c'est depuis 2012 qu'on n'a plus vu des niveaux pareils sur les CDS américains. Donc, quelque part, on pense que ça ne va pas se produire, mais dans le doute, on va quand même se protéger. On ne sait jamais. Alors, normalement, le défaut de la dette pourrait intervenir s'il devait se produire d'ici la fin de l'été ou le début de l'automne. On parle de août-septembre. En tout cas, pour l'instant, ils ont réussi à magouiller un package pour continuer à se payer les salaires dans tout ce qui est fonctionnaire aux États-Unis, ce qui nous permet de tenir encore un petit peu. Mais on y pense de temps en temps. Quand on aura fini la publication des chiffres trimestriels, quand on aura fini nos craintes de récession, quand on aura réglé le compte de l'inflation, parce que la Fed nous dira on montera plus jamais les taux, maintenant on va se focuser sur la prochaine baisse. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra commencer à parler du plafond de la dette, mais pour l'instant, c'est juste quelques articles par-ci par-là. Mais cette fois, j'ai décidé d'en parler régulièrement pour être pas le dernier à aborder le sujet. Autrement, ça continue de bien se passer pour le luxe. On a vu la semaine dernière que le CAC 40, encore lui, a terminé au plus haut de tous les temps. Merci LVMH et merci Hermès qui a sorti des très bons chiffres également. Donc on voit très bien que le côté luxe se porte à merveille. Ça va très très bien de ce côté-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu partagé parce qu'on voit pas mal de choses qui sont en train de se produire qui font très très peur. La hausse de l'essence par exemple, la hausse de certaines matières premières, le sucre est quasiment à des niveaux jamais vus. On a vu aussi par exemple les loyers qui sont en train de prendre l'ascenseur aux États-Unis, comme j'ai dit avant. Donc grosso modo, on voit 2-3 trucs qui stressent, on va dire le commun des mortels. Par contre, de l'autre côté, on voit quand même que au niveau du luxe, eh bien ça va bien. Les gens ont toujours un peu d'argent pour acheter des sacs Hermès, donc ça continue à bien fonctionner. Et puis alors surtout, on a eu une nouvelle ce week-end absolument fabuleuse. Si on regarde la performance depuis le début de l'année, eh bien les 10 personnes les plus riches du monde, leur fortune conjointe a augmenté de 213 milliards depuis le 1er janvier. C'est pas possible! C'est pas possible! Donc les mecs qui sont déjà les plus riches du monde, comme ils sont évalués par rapport aux actions qu'ils détiennent dans leur propre société, eh bien ces gars-là, et cette dame, parce qu'il y en a une dedans dans le tas, eh bien, ils ont quand même réussi à gagner 213 milliards, augmenter leur fortune de 213 milliards de dollars. Et la palme revient à monsieur Bernard Arnault, encore une fois. Alors lui, tenez-vous bien, il a récupéré 47,8 milliards depuis le début de l'année sur la performance du titre LVMH, bien sûr. Et puis, la dernière du classement, c'est Madame Bettencourt qui a récupéré que 10 milliards depuis le début de l'année. Encore une fois, l'égalité homme-femme, eh bien, on n'y est pas encore. Mais ce qui est assez intéressant à observer aujourd'hui, c'est quand on voit de nouveau cette explosion de richesse par rapport aux ultra méga riches, et de l'autre côté, les problématiques qui sont en train de surgir un peu en général du côté de Main Street. On voit vraiment que le côté Wall Street et le côté Main Street, on est complètement divisés et complètement séparés les uns des autres. On ne vit pas du tout, mais alors pas du tout, dans le même monde, bien évidemment. Pour ce qui est des nouvelles du jour, on retiendra que la banque centrale chinoise n'a pas touché à ses taux d'intérêt, ses taux directeurs ce week-end. On s'attendait à des mouvements de ce côté-là, mais il ne s'est rien produit. Ils ont laissé les taux inchangés pour l'instant, ce qui pourrait être une petite déception parce qu'on attendait un certain soutien de la part du gouvernement. Mais en fait, comme il y a les chiffres du GDP qui sortiront demain en Chine, on a l'impression que si la banque n'a rien fait, si la banque centrale n'a rien fait, c'est qu'ils savent peut-être déjà que les chiffres du GDP montreront demain que finalement l'économie chinoise est en train de redémarrer gentiment après les restrictions post-Covid. De l'autre côté, on a aussi appris que monsieur Elon Musk serait en train de créer une start-up pour l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est assez admirable. Il y a 3 semaines, il nous a fait un grand sketch. Ouh, c'est pas bien l'intelligence artificielle, attention, c'est dangereux. Ah, au fait, je suis en train de créer une boîte pour baisser sur le projet. Bref, donc du coup, voilà, monsieur Elon Musk devrait lancer une boîte sur le secteur. Autant vous dire que le jour où il cherchera des capitaux, je pense pas qu'il aura de problème à lever des fonds. Et puis, on terminera aussi avec la grosse nouvelle du jour. La société Prometheus Bioscience, qui fait dans les maladies auto-immunes liées à la maladie de Crohn, par exemple, s'est fait bouffer ce week-end par Merck, qui paye quasiment 11 milliards de dollars pour acheter la boîte. Une boîte qui valait 5,4 milliards vendredi soir, en gros plus ou moins 100% de primes qui est payé sur la société, c'est énorme. Elle avait déjà explosé il y a quelques temps sur des rumeurs et elle va forcément exploser aujourd'hui à l'ouverture. Alors pour ceux qui ont acheté des calls vendredi dernier, tant mieux pour vous.
À noter quand même qu'il y a un mec qui a acheté des calls vendredi sur Prometheus Bioscience, des calls May Strike 175, le titre valait 114 à la clôture vendredi soir, il a acheté 100 calls pour un prix de 50 cents, résultat ça veut dire qu'il a mis $5000 d'investissement et qu'aujourd'hui normalement à l'ouverture ça devrait valoir quelque chose comme $250 000 et une convocation auprès de la SEC pour savoir comment il a eu cette idée de génie vendredi, juste quelques heures avant l'annonce de Merck. Comme vous le voyez sur le tableau qui s'affiche devant vous, eh bien vous allez avoir beaucoup de chiffres cette semaine. On va commencer par Charles Schwab ce matin, ça sera intéressant à observer parce que eux ont quand même pas mal souffert de la phase de la crise bancaire. Et puis demain nous aurons Bank of America, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Netflix qui lancera le début des publications des technos mardi soir, ça sera très attendu et très intéressant. Et puis mercredi, ASML qui donnera le ton pour les semi-conducteurs avant Taiwan Semiconductor jeudi matin. Et puis surtout Tesla mercredi after close. Comme vous le voyez, il va y avoir du monde. C'est pas la plus grosse semaine, bien évidemment. Mais la semaine prochaine sera énorme en termes de résultats puisque comme d'habitude, il y aura les big names qui vont publier. Et là, ça sera assez intéressant à observer pour voir un petit peu comment ça va se passer au niveau des big names puisque je vous rappelle quand même qu'une grosse partie du rebond qui a été fait dans la tech a été drivé par des boîtes comme Apple et Microsoft. On espère qu'ils vont pas nous décevoir la semaine prochaine, mais ça, c'est de la musique d'avenir. Pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. Il y a déjà largement à faire. La semaine commence avec les futurs légèrement en hausse, l'Asie qui ne fait pas grand-chose, l'or qui a échoué dans sa tentative de record historique, le Bitcoin qui repasse sous les $30 000, et le pétrole qui est toujours à 82,50 et qui coûte toujours beaucoup trop cher à la pompe. De mon côté, je vous souhaite bien sûr une excellente journée, mais non sans vous demander de vous abonner à la chaîne Swissquote en français si ce n'est point encore fait, de liker cette vidéo et de revenir demain matin pour commencer à noter les premières constatations par rapport aux chiffres trimestriels. Passez une très belle journée et à demain. Bye bye.